Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucumán. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bon homme. Il sella au plus vite les 2 chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces? Cunégonde, amenée de si loin, que deviendrez-vous » ? « Elle deviendra ce qu'elle pourra, » dit Cacambo. « Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit. Courons. »« Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde ?» disait Candide. « Par Saint-Jacques de Compostelle, » dit Cacambo. « Vous allez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins. Je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. » « Tu as donc été déjà dans le Paraguay ?» dit Candide. « Et vraiment, oui, » dit Cacambo. « J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption, et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien d'aussi divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi du Portugal, et qui en Europe confessent ces rois qui tuent ici des Espagnols, et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. » Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler au monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguain courut au pied du commandant, lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés. On se saisit de leurs 2 chevaux andalous. Les 2 étrangers sont introduits au milieu de 2 files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à 3 cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe. Aussitôt, 24 soldats entourent les 2 nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence, et demeure plus de 3 heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial » dit Cacambo. « Il est à la parade, après avoir dit sa messe, » répondit le sergent, « et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans 3 heures. »« Mais, » dit Cacambo, « monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence ?» Le sergent alla sur le champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni, dit le seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler, qu'on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt, on conduisit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or, et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner y était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans des écuelles de bois en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était point celle d'un Espagnol ni celle d'un Jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu'on leur avait saisies, ainsi que les 2 chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide.
L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, dit Candide. Je suis né dans le château de Thundertentronckh. »« Ô ciel, est-il possible » s'écria le commandant. « Quel miracle » s'écria Candide. « Serait-ce vous ?»« Serait-ce vous » dit le commandant. « Ça n'est pas possible » dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi ? Est-ce vous mon révérend père ? Vous le frère de la belle Cunégonde ? Vous qui fûtes tué par les Bulgares, le fils de monsieur le baron ? Vous, jésuite au Paraguay ? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Ô Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu !» Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez crue éventrée, est pleine de santé. »« Où ?»« Dans votre voisinage, chez monseigneur le gouverneur de Buenos Aires. Et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps, en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite. Elle était horriblement salée. Il en jeta quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur. Il le sentit palpiter. Je fus secouru, et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré, en arrivant, du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder, mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires ? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. « Ah, peut-être, lui dit-il, nous pourrions ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. »« C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. »« Vous, insolent, répondit le baron, vous auriez l'imprudence d'épouser ma sœur, qui a 72 quartiers. Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. » Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit « Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations. Elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux. Et assurément, je l'épouserai. »« C'est ce que nous verrons, coquin, » dit le jésuite baron de Thundertentronckh. Et en même temps, il lui donna un grand coup de plat de son épée sur son visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite.
Mais en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. » Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans la feuillée. Il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait vu bien d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ces paroles et en criant en espagnol « Place, place pour le révérend père colonel !» Tucumán est une région et ville d'Argentine au nord de Buenos Aires. J'en ai assez des chemins, je vous mènerai dans leur royaume. Il s'agit en réalité d'une république, mais Voltaire feint d'adopter la légende selon laquelle un jésuite aurait pris la couronne sous le nom de Nicolas Ier. Un cuistre, c'est un valet de collège généralement chargé de la cuisine. Los Padres, les pères jésuites en espagnol. Un esponton, c'est une sorte de demi-pique en usage dans l'armée française. Le révérend père provincial ne permet qu'aucun Espagnol ouvre la bouche en sa présence et demeure plus de 3 heures dans le pays. Ils étaient traités véritablement en étrangers suspects. La révérence, c'est le titre de respect donné au père provincial, supérieur des jésuites pour toute la province. Saint Ignace de Loyola fonda en 1534 l'ordre des jésuites. Le père Croust, c'est le nom d'un jésuite adversaire de Voltaire, qu'il l'avait connu à Colmar en 1754. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.